Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Et c'est avec, pour une fois, un bonheur, une joie renouvelée que nous débutons cette, du coup, cinquième et dernière conférence de ce volet de la semaine de la science, de la semaine du cerveau. J'ai dit que je la ferai à chaque fois, cette erreur. Voilà, de la semaine du cerveau, qui a vu en effet pour la première fois cette magnifique coopération entre le laboratoire IPMC, représenté ici par Carole et Jacques, et qui vraiment a étudié pendant toute cette semaine face à face avec notre cerveau en général, et en particulier les intelligences artificielles et les neurosciences. Donc nous avons pu avoir la conférence inaugurale avec la docteure Serena Vilata, directrice scientifique adjointe du 3IA Côte d'Azur, suivi d'un débat interdisciplinaire avec le docteur Frédéric Marty, économiste, et la doctorante Julie Charpenay, juriste. Ensuite, lundi, nous avons pu voir comment les sciences de l'éducation s'inspirent aussi de l'intelligence artificielle et inversement, avec entre autres Margarida Romero et aussi Alexandre Lepage du Québec. Mardi, avec le professeur Benoît Miramont et Artemi Akov, nous avons pu étudier en quoi les intelligences artificielles sont bio-inspirées. Mercredi, l'autre phase de cette manifeste avec le laboratoire PopTech et avec la grande aide de l'Institut Neuromode, donc avec Valérie Manarea et Alexandra Plonka sur justement en quoi les intelligences artificielles peuvent aider à comprendre les neurosciences, en l'occurrence l'aphasie et puis d'autres affections. Et puis, du coup, aujourd'hui, avec vous, messieurs Jean-Gabriel Ganacha et Francis Eustache, encore une fois, grand merci à Jacques et à Carole d'avoir facilité cette réunion de ces deux, à la fois cerveaux et personnalités, pour pouvoir explorer ensemble, une fois qu'on a dit qu'il y a des outils numériques et qu'on les utilise et, dans notre quotidien, eh bien, quelles sont les conséquences sur notre mémoire et sur nos apprentissages. Messieurs, c'est à vous. Nous allons vous écouter avec évidemment toute l'attention que ça mérite. Et ensuite, si vous l'acceptez, prendre quelques questions pour pouvoir éclairer, peut-être avec d'autres angles aussi. Merci beaucoup, c'est à vous. Alors, je ne sais pas qui commence. Je peux commencer, Jean-Gabriel. Oui. Donc, le duo qu'on va essayer de faire avec Francis va consister à réfléchir aux conséquences des technologies du numérique sur la mémoire et les apprentissages en général. D'un côté, il y a des aspects extrêmement positifs parce que nous avons à notre disposition une quantité d'informations considérable et ces ressources peuvent être mises à profit à la fois de notre mémoire, lorsqu'elle est défaillante, ou même pour essayer de retrouver des informations. On le fait tous les jours, bien sûr, avec des encyclopédies en ligne, avec nos agendas, etc. Mais ça peut aussi être mis à profit dans les technologies de l'éducation. Il y a énormément de travaux qui se font sur le sujet, et la période que nous avons vécue, ces années de crise sanitaire, ont montré que certains types d'apprentissage pouvaient bénéficier considérablement, d'abord de l'aspect distant, enfin avec le numérique, on peut avoir des cours par l'intermédiaire de visio, mais pas seulement, on peut aussi avoir des technologies d'intelligence artificielle qui vont être mises à profit pour cela. Mais bien sûr, ces aspects positifs ne doivent pas faire ignorer des aspects négatifs. Alors, ce sont des aspects négatifs qui sont un peu imaginaires. C'est-à-dire que depuis la plus haute antiquité, il y avait l'inquiétude de voir les prothèses mnésiques avoir un effet sur la mémoire elle-même. Et on se souvient tous, par exemple, du Phèdre de Platon, dans lequel l'écriture, qui nous aide à consigner nos propos, peut en même temps avoir un effet délétère sur la présence, puisque dans la mesure où, lorsque l'on prononce un discours, on le lit avec une certaine distance par rapport au moment où il a été écrit, voire éventuellement au fait que c'est une autre personne qui l'a
lus. Et donc, tout ça, ce sont des questions qui se reposent de façon récurrente, et en particulier avec le numérique. Hein, on nous dit très souvent que le risque, c'est certes d'avoir toute la mémoire du monde qui est à notre disposition, qui est accessible à côté de nous, mais en même temps qu'on perde l'effort, on ne fasse plus l'effort de mémoire, et que nos mémoires internes vont elles-mêmes commencer à devenir défaillantes. Alors cette question, bien sûr, demande à être posée, elle n'est pas du tout évidente, parce que on peut aussi avoir d'autres contre-arguments qui nous disent que comme on a toute la mémoire disponible, chaque fois qu'on a besoin d'enseignement, on le trouve, et ça va nous permettre de le retrouver extrêmement rapidement, et donc peut-être aussi d'apprendre. Et donc, ce que l'on a essayé de faire avec Francis, c'est de regarder un peu la bibliographie qui a été faite depuis ces dernières années sur les effets du numérique sur l'apprentissage. Est-ce qu'on a des constatations scientifiques, empiriques, qui essayent de mettre en évidence les effets positifs ou négatifs du numérique sur l'apprentissage. Alors, c'est bien sûr très, très, très difficile à vérifier scientifiquement, ne serait-ce que parce que, comme l'ensemble de la génération actuelle, tous les enfants ont subi ou ont vécu dans le numérique. Donc, on ne peut pas avoir de groupe témoin, c'est-à-dire comparé. On ne va pas mettre dans une cloche toute une classe de 50 élèves pour voir qu'est-ce qui se passerait sans numérique, parce qu'on est tous plongés dans le numérique, et donc c'est extrêmement délicat. Alors ensuite, il y a d'autres difficultés, on le verra après dans notre discussion, c'est que, bien évidemment, c'est différent, les effets du numérique, selon les âges de la vie, et bien sûr les âges de formation. Les jeunes gens sont peut-être plus sensibles éventuellement au numérique, et chez les personnes âgées, au contraire, ça peut avoir un aspect positif de stimulation. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, il y a une question délicate, c'est que on voit qu'il y a certaines populations qui sont plus soumises au numérique. Il y a des formes d'addiction nouvelles au numérique, et ces formes d'addiction, un certain nombre d'études, on va le voir tout à l'heure, sont corrélées à des problèmes physiologiques du cerveau, mais on va le voir plus précisément avec Francis. Et bien sûr, ce qu'on ne sait pas, c'est dans ce cas-là, quelle est l'origine? Est-ce que c'est parce que on a une population qui a une certaine déficience, qui est plus susceptible de se laisser entraîner, de se soumettre aux addictions, ou est-ce au contraire, c'est l'inverse? Est-ce que c'est l'addiction qui va entraîner cette déficience? Donc, tout ça, ce sont des difficultés méthodologiques qui sont vraiment importantes, sans compter, bien sûr, qu'il peut y avoir des causes qui sont corrélées au numérique, qui ne sont pas tout à fait numériques, qui sont liées au milieu social, qui sont liées à l'alimentation. Et puis, la grande difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de mesurer exactement le nombre d'heures passées devant le numérique, parce qu'on voit que chez les jeunes classes d'âge, bien sûr, on a une très très grande partie de la population qui passe du temps devant le numérique. Alors, ça me conduit, et je ne vais pas passer trop de temps parce qu'on a un échange avec Francis, ça conduit à se demander qu'est-ce qu'on entend exactement par le numérique, parce que on doit distinguer l'intelligence artificielle et le numérique. Alors d'abord, l'informatique, tout le monde sait ce que c'est, les ordinateurs, les premiers ordinateurs électroniques ont été programmés, fabriqués, et ensuite tout de suite après programmés, ont été fabriqués en 1946, et le numérique, le terme, est venu bien après. Quand j'ai commencé, on faisait de l'informatique. Le mot existait bien sûr depuis très longtemps, parce que c'est lié au nombre, mais l'introduction de cette notion de numérique date, disons, du début du XXIe siècle. Et ça tient, à mon sens, au fait que le web, la toile, s'est considérablement développé, et que l'ensemble de la population, toutes les relations sociales ont été médiées par la toile. Il faut comprendre que moi, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, j'ai utilisé très tôt le courrier électronique.
Et bien sûr, quand j'en parlais à mes amis, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Hein. J'étais une espèce de zombie. Et bien sûr, il y avait une distance très, très grande entre ce que l'on faisait dans les laboratoires et puis la conscience qu'avaient les gens de l'informatique dans la vie de tous les jours. Alors, à partir, disons, du milieu des années 80, hein, les ordinateurs ont commencé à être beaucoup utilisés, avec en particulier le Macintosh, parce qu'il avait des interfaces qui facilitaient énormément les échanges. Mais la grande révolution a été liée au web, hein, qui est intervenu à partir de la fin des années 80. En réalité, le début du web, c'est 89, mais la réalité tangible du web, c'est à peu près 93, avec les premiers navigateurs, hein, Mosaic, et ça s'est répandu alors très rapidement. En quelques années, hein, 4-5 ans, hein, il y a eu tout d'un coup un enthousiasme pour les ordinateurs, les réseaux, etc. Et le numérique date à peu près donc du début du millénaire. Hein. C'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à parler de numérique. Et alors, dans ce numérique, bien sûr, ça recouvre quoi? Ben, ça recouvre d'abord, comme je viens de le dire, toute la vie en ligne, hein, et l'illustration la plus patente de cette importance de la vie en ligne, c'est cette conférence qui montre que bien sûr on est capable de se rencontrer en ligne, mais c'est aussi tous les dispositifs qui peuvent exister, les tablettes, etc. Et ça doit se distinguer de l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, la distinction n'est pas évidente. Alors, je rappelle que l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui est née, mais certainement Serena vous l'a dit, hein, qui est née à la fin des années 50 et qui a pour but de modéliser les différentes fonctions cognitives. Donc, ça n'est pas directement lié aux neurosciences, mais en même temps, hein, disons que les sciences cognitives se sont en particulier inspirées des travaux de l'intelligence artificielle qui avaient pour but plutôt de modéliser les aspects perception, les aspects mémorisation, etc. Tout ça relève de l'intelligence artificielle. Alors, a priori, vous allez me dire, il n'y a pas grand rapport entre ça et l'Internet. Mais en réalité, il y a un lien direct, hein, c'est que le web, ça a été lié au couplage des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire. Et oui, que la mémoire, c'est une fonction cognitive, hein, ce modèle de mémoire s'appelle l'hypertexte. Et donc, vous voyez qu'il y a des retombées pratiques de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, aujourd'hui, vous le voyez tous les jours avec, par exemple, les téléphones portables qui utilisent la reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, etc. Tout ça relève de l'intelligence artificielle. Donc, je crois qu'il est important, hein, bien sûr, de préciser cela. Et alors, en quoi, bien sûr, tout ça peut avoir des répercussions sur nos facultés cognitives? C'est un peu ce qu'on va explorer tout de suite. Hein. D'une part, donc, parce qu'on délègue à la machine un certain nombre de tâches cognitives, donc on va être déshabitué. Hein, et il y a des exemples. Hein, par exemple, on raconte, enfin, il y a des études scientifiques qui montrent que les chauffeurs de taxi londoniens qui utilisaient le GPS, tout d'un coup, avaient beaucoup moins besoin de mémoriser les trajets. Et ça, ensuite, on a fait des études scientifiques sur leur cerveau et on a vu que ça avait des effets sur les facultés de mémorisation d'espace de ces chauffeurs de taxi. Alors, bien sûr, est-ce qu'il en va de même pour toutes les tâches cognitives? C'est une question ouverte. Hein. C'est vrai qu'il y a des tâches de cognitif qu'on fait de moins en moins. Par exemple, le calcul mental, qu'on apprenait tout le temps dans les écoles, et que bien sûr tous les commerçants connaissaient. Aujourd'hui, classiquement, quand on va dans une boulangerie, souvent, la boulangère est obligée de taper l'opération. Elle n'est plus capable de le faire à la main. Mais il y a donc cet aspect-là qui est important. Puis il y a un deuxième aspect qui est important et sur lequel on va travailler et qui tient à ce qu'on appelle le multitâche. Le fait qu'avec les différentes stimulations qui sont le téléphone portable, les écrans dans tous les sens, on a des générations qui sont habituées à faire plusieurs choses en même temps. Alors d'un côté, ça montre une agilité intellectuelle
de plus en plus importante, et donc on pourrait penser que ça a des effets très positifs, mais justement, on s'est rendu compte que ça avait un certain nombre d'effets délétères, et je crois qu'on va essayer de discuter des constatations empiriques qui ont montré ces effets délétères du multitâche. Alors, ces effets délétères, surtout d'ailleurs, qu'on va le voir tout à l'heure, sur les jeunes générations, parce que dans le cas des personnes âgées, au contraire, il semblerait que le numérique est plutôt un effet positif parce que ça va stimuler les individus. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il faut être très, très prudent dans les conclusions que l'on tire à partir des études qui sont faites. Mais je crois que ce qui est important dans le cadre de cet échange, c'est qu'on porte à la connaissance des auditeurs, des personnes qui nous regarderont, l'existence de ces différentes études qui laissent songeur, parce qu'on voit que chez les jeunes générations, quand même, ça a des effets qui sont problématiques et qu'il faut bien sûr essayer d'anticiper et d'éviter. Mais je ne voudrais pas parler trop longtemps, Francis, je vais te laisser la parole. Je peux rebondir. Bon, d'abord, en remerciant nos collègues de Nice, de la Maison de l'Intelligence Artificielle, et Carole, Jacques, enfin tous les organisateurs, de nous inviter dans ce débat, qui n'est pas vraiment un débat contradictoire, parce qu'on est plutôt d'accord, Jean-Gabriel et moi, on se connaît bien, et c'est plutôt un débat complémentaire. Je ne sais pas si le concept va être pris. On se connaît bien, et par contre, on vient d'horizons très différents, puisque Jean-Gabriel est plus du monde de l'intelligence artificielle, justement, et moi, je suis neuropsychologue, neuroscientifique, je travaille avec des patients qui ont des troubles de mémoire, et je travaille avec de l'imagerie cérébrale, et on se rend compte sur la réflexion sur la mémoire, parce que quelque part, c'est notre trait d'union, et on réfléchit à ces questions depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on nous interroge sur cette thématique qui a été choisie pour la semaine du cerveau dans votre institution, sur les liens positifs et négatifs entre le numérique que Jean-Gabriel vient de redéfinir, de délimiter, et puis les apprentissages, la mémoire. Alors les choses évoluent un peu, parce que quand on nous posait ces questions-là, il y a une dizaine d'années, on était un peu démunis, on répondait avec humilité, ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Ce qui s'est passé en 10 ans, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées, tout de même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on devait répondre avec nos connaissances par ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, sur le multitâche, quand on est psychologue cognitiviste, on sait parfaitement que le multitâche, de façon générale, gêne les apprentissages. C'est-à-dire que si on place la personne dans une situation où elle doit gérer plusieurs informations qui ne sont pas des traitements automatiques, ça gêne les apprentissages. Donc, notre façon de répondre, parce qu'on essaie de répondre aux questions qui nous sont posées avec toute la prudence nécessaire, eh bien, notre réponse, c'était de dire que si la personne est soumise à un environnement multitâche, eh bien, il va moins apprendre, entre guillemets, en profondeur les informations. Donc, quelque part, il peut être plus habile, il peut apprendre à être de plus en plus doué à ces activités de multitâche. Et après tout, on se dit que c'est adapté à la vie actuelle, donc c'est bien. Mais ça va avoir des conséquences plus négatives. Alors, je pense que notre débat aujourd'hui, il est dans ce prisme-là. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal. On n'est pas là pour dire le bien et le mal. Ce serait quand même un petit peu ambitieux de vouloir, ce serait un peu mettre la barre très haut. Alors, Jean-Gabriel l'a très bien dit, il y a bien sûr les aspects positifs d'une société qui évolue avec des nouvelles technologies, et vous êtes bien placé puisque vous travaillez dans ce domaine, pour penser que c'est potentiellement vertueux, et c'est vertueux.
Et on l'a vu pendant la pandémie, pendant ces 2 années-là où on vit une vie un peu particulière, on a vu tout ce que ça a permis, hein, le maintien du lien social, alors que peut-être qu'un des travers de ces nouvelles technologies, c'est de nuire au lien social. Et si on avait eu ce débat il y a 2 ou 3 ans, j'aurais peut-être mis ça en avant. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Je vais dire, ces nouvelles technologies, elles favorisent le lien social, mais un certain type de lien social. Et hier, d'ailleurs, j'étais avec un de vos collègues de Nice, Philippe Robert, qui dirige le laboratoire Coptech. On s'est retrouvés, tout un grand nombre de collègues du domaine des neurosciences cliniques à la Salpêtrière. Vous voyez que la Salpêtrière, c'est un peu la grande institution qui nous rassemble tous, à l'Institut du cerveau et de la moelle. Et on ne s'était pas réunis comme ça depuis 3 ans, puisque c'est une réunion qui a lieu tous les ans. Il y a eu 2 années blanches, puis là, on se retrouvait. Et c'était assez curieux la façon dont on se retrouvait sans masque, vous voyez. Et c'était curieux parce qu'on a l'impression de se reconnaître différemment, alors qu'on fait régulièrement des visios. Mais les visios, on se voit de face comme on se voit tout de suite. Et c'était très, très différent. Et donc, cette situation-là, qui est un peu anecdotique, hein, je vous l'accorde, mais ça met en lumière les plus et les moins. C'est-à-dire qu'on conserve un contact, et c'est essentiel. Et puis, en même temps, pour reprendre une expression célèbre, devenue célèbre, il manque quelque chose, quoi. Et puis alors, au-delà d'anecdotes, tout ce que permettent ces technologies numériques, quand on fait de la recherche, c'est absolument considérable. Alors moi, il se fait que je suis d'une génération où j'ai vécu cela. Les premiers ordinateurs, les premiers Macintosh arrivant dans le labo, c'était fantastique, quoi. Et puis, les premières connexions de la bibliothèque de médecine avec un serveur à Boston qui nous permettait d'avoir des articles rapidement. Et donc, ça a été l'accès à l'information. Il n'y avait plus de fiches compliquées à remplir, etc., pour avoir accès. Et ça, c'est extraordinaire. Puis ensuite, il y a eu tout le domaine, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais quand même très important de ce qu'est maintenant l'open science, c'est-à-dire que c'est l'accès aux données, c'est des données qu'on partage avec des collègues à l'autre bout du monde, c'est des échanges sur des véritables données qu'on met en commun, et c'est potentiellement un progrès considérable pour l'humanité. Donc, il faut rappeler ça quand même. Et tout ce que vous avez organisé cette semaine, les effets positifs dans plein de domaines, dans le domaine de l'éducation, y compris de l'éducation pour des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, et puis aussi tout le domaine de la médecine, et notamment la médecine qui me concerne plus directement, toute la sphère de la neuropsychologie, donc où ces technologies-là sont très importantes. Et je l'ai aussi vécu avec une grande proximité, avec une collègue qui avait une maladie très grave, qui est la maladie de Charcot, qui est une maladie terrible, et qui a pu utiliser ces technologies-là pour conserver le contact avec ses proches et le contact avec les collègues. Donc, il faut quand même dire tout ça avant de parler des potentielles nuisances, hein. Il faut rappeler ça, hein, parce que c'est quand même un domaine qui permet d'améliorer, je pense, notre humanité qu'on a bien besoin. Alors, les aspects plus délétères, on commence à avoir des publications. Alors, le problème de ces publications, c'est qu'elles sont un peu disparates, alors que moi, ce que je voudrais dans notre échange là, c'est bien de montrer que ce problème du lien entre le numérique et la cognition, c'est un problème extrêmement global. Et c'est ça la difficulté. Alors, on fait référence avec Jean-Gabriel à une publication qu'on pourra vous donner la référence exacte et vous la mettiez sur le site après. C'est un article de synthèse, ce n'est pas une véritable méta-analyse, mais c'est un article de synthèse de 250 publications sur le sujet. C'est pas mal,
alors qu'il y a 15 ans, on n'avait quasiment rien. Enfin, quasiment rien. Il y a 10 ans, on n'avait pas grand-chose. Il y avait quelques publis, dont une qui avait été détonnante. C'est celle de Betsy Sparrow. C'était en 2012 dans Science. C'est un très bel article de psychologue qui montrait, alors c'était toute une série d'expériences de psycho, il n'y avait pas d'imagerie, qui montrait en fait que de jeunes Américains brillants dans les grandes universités américaines, il y avait plusieurs manips, mais l'une d'entre elles était très très bien faite, montrait avec une technique que je n'ai pas développée, c'était un effet Stroop, que quand on posait une question à ces étudiants brillants qui avaient entre 20 et 25 ans, eh bien, au lieu de chercher dans leur tête la réponse à une question complexe, ils allaient chercher les chemins qui allaient les conduire à la réponse, vous voyez, en passant par Internet. Et bon, c'était amusant parce que bon, il y a 10 ans de ça. Hein, il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Hein, quand vous êtes avec des amis, vous êtes en famille, etc. Et puis, quelqu'un pose une question, vous sortez le smartphone et puis vous allez voir ce qu'en pense Google et Wikipédia, etc., etc. Vous voyez, c'est devenu… Alors je pense que c'est un autre point qui mérite discussion, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de choses qui méritent discussion. On a parlé rapidement du multitâche, on peut très vite l'évacuer, parce que ça, c'est un vrai problème, notamment pour les jeunes. Quand je parle des jeunes, c'est les enfants, les adolescents. Et puis après, il y a le problème du rapport avec la mémoire. La vraie mémoire, j'ai envie de dire, la mémoire à long terme, nos connaissances. On est en période électorale. Vous me direz, ça revient assez souvent en France, mais c'est l'élection présidentielle, donc c'est un moment particulier. Jusqu'à présent, les débats, je veux dire, je les ai plutôt mis de côté. Mais admettons qu'on ait un débat à un moment important, intéressant, entre les deux candidats qui resteront en lice. Là, il ne s'agit pas que nos deux candidats qui vont rester en lice aient des mémoires externes. Quand ils vont se retrouver à se confronter dans ce débat qui est généralement qui a une importance, une vraie importance. Il faut qu'ils aient ça dans leur tête. Donc il faut bien à un moment donné qu'ils aient assimilé, au-delà des capacités de convaincre, tout ça qu'ils ont déjà, la persuasion, tout ça. Mais au-delà, il faut bien qu'ils aient des informations dans leur tête qui vont être vérifiées quasiment en simultané par une multitude de journalistes qui vont vérifier si le nombre de sous-marins est bon, si le prix du ticket de métro, enfin je sais que le ticket de métro n'existe plus, mais il y a l'équivalent numérique justement du ticket de métro. Enfin, donc il faut bien qu'ils aient… Donc à un moment, il faut trouver la bonne balance entre les informations dont on sait qu'elles sont à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la tête, et puis ce qu'on doit tout de même synthétiser. Et on revient un petit peu à la question du multitâche. C'est-à-dire que le multitâche, on doit savoir le maîtriser pour gérer des situations de la vie courante, et c'est extrêmement important. Et peut-être, et sans doute que les jeunes d'aujourd'hui seront plus efficaces, même si c'est extrêmement difficile à mesurer, que les jeunes d'autrefois. Peut-être, on peut en faire l'hypothèse. Il n'y a pas de raison qu'ils n'apprennent pas aussi ce domaine-là. Par contre, pour les connaissances à long terme, ça, il faut garder du temps. Il faut garder du temps et il faut peut-être aussi, les infos qu'on a sur le sujet tentent à le montrer, il faut peut-être garder des méthodes à papa ou à maman, parce que je ne veux pas être paternaliste, mais il faut peut-être garder d'ailleurs des supports classiques, des livres, des vrais livres, parce qu'il y a un rapport à l'espace, il y a un rapport à l'objet qui est particulier. C'est étonnant qu'on montre de tels résultats. L'espace n'est pas le même sur un écran qu'un livre dont on tourne des pages, et il y a des tas de paramètres qu'il faudrait pouvoir contrôler en même temps. Il y a la lumière qui peut être aussi toxique. Tout dépend aussi de… alors, il y a la durée. Jean-Gabriel a un petit peu abordé le point.
il y a la durée d'exposition aux écrans. Quand je dis aux écrans, ce n'est pas seulement l'écran, c'est évidemment le contenu qu'il y a derrière. Il y a la durée, mais alors, ça peut être considérable. D'ailleurs, c'est parfois effrayant, le nombre d'heures passées devant les écrans par certains, surtout certains jeunes, c'est quand même effrayant. Donc, il y a une étude qui est une des grandes études en cours qui s'appelle l'étude ABCD pour Adolescent Brain Cognitive Development Study. C'est une très grande étude qui porte sur des milliers et des milliers de jeunes qui ont une dizaine d'années aux États-Unis, qui est menée par le National Institute of Health et qui parle de quantité d'utilisation qui vont jusqu'à 10 heures, 12 heures par jour. Enfin, alors, quand on dit ça, ce n'est pas inintéressant de parler de ces extrêmes parce qu'on se dit, mais ces enfants, certes, il y a le lien avec le numérique, mais on est dans autre chose. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont des relations sociales, même familiales, certainement qui ne sont pas normales. Donc, en tout cas, elles ne sont pas normales arithmétiquement, statistiquement. Et puis, on se dit, ces enfants-là, ils vont avoir une alimentation qui n'est pas non plus normale, ils vont avoir des activités physiques qui ne sont pas normales. Et je pense que ça pose à l'extrême le problème aussi avec le numérique. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème qui relève des spécialistes d'intelligence artificielle, qui relève des psychologues, qui relève des neuroscientifiques qui vont faire de l'imagerie cérébrale derrière. Et c'est ce qui est fait dans cette étude-là. Et les premiers résultats, ils ont été publiés au moment des vacances de Noël. J'avais vu une première pré-publication qui montrait ce qu'on attend, c'est-à-dire que ça a un effet délétère sur la cognition. On observe des modifications dans certaines régions du cerveau, notamment dans les régions frontales. Alors on peut se dire après, est-ce que c'est la poule et l'œuf? Est-ce que c'est parce que ces enfants ils étaient déjà comme ça? On peut évidemment se poser ces questions-là, mais on fait quand même la relation entre les deux. Et je trouve que ça a un mérite, c'est de poser vraiment la question à l'extrême. Et puis de bien voir que pour répondre à ces questions-là, certes, on a besoin d'études focalisées sur certains points, mais on a besoin également de revoir les choses dans leur globalité et en impliquant les sciences sociales. Parce que le numérique et l'utilisation du numérique, c'est justement le type d'utilisation qu'on va en faire. Avec ces utilisations extrêmement vertueuses, je pense dans le cadre scolaire, mais également des utilisations qui sont beaucoup plus délétères, surtout quand le cadre familial se trouve un peu déstructuré. Bon, voilà quelques éléments que je voulais, on ne peut pas tout traiter en 1 heure. Je regarde un peu le temps qui passe pour qu'on puisse ensuite avoir un échange ensemble avec vous, les amis de Nice, et puis peut-être d'autres personnes qui vont poser des questions. Donc, je m'arrête là pour cette petite introduction. Juste peut-être, Francis, je voulais rajouter 2-3 points à partir de ce que tu as dit. Alors, d'abord sur le multitâche, bien sûr, tu as montré que ça pouvait avoir des effets à la fois cognitifs et neurologiques. C'est-à-dire que ce sont 2 questions un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que les capacités de concentration, d'attention sont différentes. Et non seulement donc ça gêne les apprentissages, comme vous avez très bien dit, mais ce qui a été montré, c'est que c'est même les personnes qui font beaucoup de multitâches sont même moins bons pour du multitâche. C'est-à-dire qu'ils ont moins l'habitude de se concentrer et ils sont plus distraits, ce qui est un peu paradoxal. Et puis, il y a parmi la mémoire, tu as cité la mémoire à long terme, peut-être qu'on pourra parler de ça parce que c'est très mystérieux, bien sûr, quel est l'effet sur la mémoire à long terme, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des effets sur la mémoire à court terme. C'est-à-dire que sur, par exemple, la lecture d'un texte, qui veut dire qu'on se souvient d'éléments du texte qui sont au début de l'histoire pour les introduire dans la compréhension globale de l'histoire à la fin de l'histoire, il y a de moins bonnes performances chez les personnes qui
font beaucoup de multitâches. Hein. Donc, il y a des effets délétères aussi hein, sur la mémoire à court terme, ce qui, là, a pu être prouvé hein, sur la mémoire à long terme, c'est beaucoup plus difficile. Et alors, ça m'évoque une expérience que j'ai faite il y a très longtemps. Les tout premiers livres électroniques, hein, peut-être que tu te souviens, j'avais contribué à financer la recherche française en sciences cognitives, hein, donc c'était entre 95 et 2000, et à la fin, justement, hein, tu as évoqué les sciences sociales, nous faisions un constat, c'est qu'il y avait relativement peu d'études en France sur les sciences sociales, et donc on s'était dit, bah, tiens, on va essayer de prendre un objet, de voir comment il va être approprié par la population. Et on avait vu les premières tablettes qui apparaissaient, les premiers livres électroniques. Et j'en avais acheté une quarantaine et on les avait donnés à des lecteurs pour essayer de regarder comment ils se les appropriaient. Et très, très vite, on avait eu cette constatation un peu étrange de grands lecteurs qui nous disaient ce qui nous gêne avec ça, c'est qu'on a l'impression de moins bien mémoriser. Et tout se passe comme si, avec un livre, il y a 3 dimensions. Alors, bien sûr, la tranche, a priori, ça ne nous apparaît pas, mais bien sûr, cette épaisseur matérielle fait qu'il y a certainement une conscience, enfin, ou plus exactement, une dimension inconsciente hein, dans la lecture du livre hein, qui apparaît, qui fait qu'on se souvient à peu près que c'était au début du tiers ou à la fin du livre qu'on avait vu une certaine chose. Donc, tout ça, ça montre qu'il y a des dimensions qui échappent un tout petit peu au numérique. Alors, je voulais dire 2 choses aussi pour conclure, hein, avant d'engager cette discussion. Sur l'aspect social, c'est malheureusement, hein, donc on a vu tous les aspects positifs hein, qu'il peut y avoir avec le numérique dans le domaine de l'éducation, mais malheureusement l'aspect très inégalitaire, parce que les personnes qui ont elles-mêmes eu des capacités à réfléchir, à apprendre, sont en mesure de tirer parti. Hein, et nous, par exemple, comme chercheurs, hein, tu l'as dit tout à l'heure, avec l'accès ouvert, on tire un parti vraiment considérable du numérique. Hein, c'est extraordinaire. On vit tous dans une bibliothèque, ce qui est extraordinaire. Hein, on est capable de dormir dans une bibliothèque. Et c'est quasiment gratuit. C'est-à-dire que pendant des siècles, l'accès à la connaissance était conditionné par la richesse. Les livres étaient extrêmement dispendieux. Aujourd'hui, n'importe où dans le monde, on peut avoir les livres pour peu d'argent. Mais en revanche, on n'a peut-être pas les moyens intellectuels de se les approprier. Et bien sûr, le risque, c'est que il y a des personnes justement qui, n'ayant pas ces moyens, peuvent être bernées, peuvent être soumises à toutes les fausses nouvelles, etc. Et ça, c'est vraiment très, 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 très problématique. Et en conclusion, je voudrais dire, c'est qu'il en va du numérique, hein, et j'y pensais tout à l'heure, hein, un peu comme de la langue chez Ésope. Hein. Vous vous souvenez, c'est à la fois la meilleure des choses et la pire des choses. Et on pourrait dire la même chose du numérique, hein, c'est qu'il y a des aspects extrêmement positifs, hein, et on pourrait bien sûr les énumérer longuement, mais que bien sûr, on a aussi des aspects extrêmement négatifs. Mais justement, on n'est pas totalement démunis par rapport à ces aspects négatifs. Et je crois que les études scientifiques qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on commence à faire nous permettront peut-être hein, de montrer quelles sont les bonnes conditions, les conditions d'une bonne utilisation du numérique dans le futur. Oui, pour l'aspect social et familial, le point qui est important, c'est que bon, la sphère familiale elle fonctionne tant bien que mal, mais dans les milieux défavorisés, ce qui va se passer, c'est que l'irruption du numérique va encore fragiliser cette structure. C'est-à-dire avec souvent les plus jeunes qui ont accès au numérique et les personnes plus âgées dans certains milieux qui ont beaucoup moins facilement accès. Donc ça va encore accentuer, comme tu le disais, les difficultés sociales et y compris en perturbant la relation familiale, la relation aux aînés, à ceux qui savent, avec également des conséquences de même nature dans le monde scolaire. Voilà, moi je ne vais pas intervenir plus longtemps, hein. Je préfère peut-être avec Jean-Gabriel être disponible si vous avez des questions.
Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, grand merci messieurs pour vos éclairages à la fois qui traduisent votre humanité aussi, bien sûr. La langue à fourcher, je vais peut-être le dire en dernier, mais voilà, humilité de scientifique, hein, c'est important en effet de le reprendre. Souvent, et on en rigole avec Carole, comme on a fait ensemble la fête de la science et la semaine du cerveau, souvent ma langue fourche. Mais en effet, rappelons-nous de la thématique de la fête de la science 2021, qui était l'émotion de la découverte et qui justement montrait à quel point, quand on est chercheur ou chercheuse, eh bien, cette humilité et le fait de dire je ne sais pas, ce que je sais surtout, c'est que je ne sais pas, c'est bien de le redire, il me semble. Et grand merci de l'incarner. Et aussi, bien sûr, votre humanité aussi. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en effet, et c'est pour ça, merci Carole pour ce fabuleux, justement, titre de cette semaine, face à face avec notre cerveau, parce que c'est bien de ça dont nous parlons. Les deux faces d'une même pièce, ce ne sont que des outils, les outils numériques et a fortiori les intelligences artificielles. Et comme tous les outils, ils ont un usage. Et apprenons en tant que usagers, usagères et aussi producteurs ou productrices à s'en servir pour, tant qu'à faire, le meilleur pour l'humanité et éviter de faire trop d'erreurs avec. Et ce que je retiens, c'est ce que vous avez beaucoup répété par rapport à l'open science et cette fabuleuse capacité d'être dans cette bibliothèque ouverte et j'allais dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que c'est quand même ça aussi l'accès à la connaissance qui favorise, il me semble, l'interdisciplinarité. Et en effet, cette semaine, elle a vraiment été placée sous le signe de l'interdisciplinarité. Vous parliez des sciences humaines et sociales, dont l'impérieuse nécessité, en effet, de les allier aux autres sciences. C'est bien ce qu'on a fait, en effet, dans la conférence d'ouverture, avec ces 3 points de vue. Point de vue, en effet, de Serena Villata, de Frédéric Marty et de Julie Charpenay, donc respectivement scientifique des données, économiste et du droit. Et là, d'un point de vue tout à fait pratique, il y a en effet des questions. En effet, les références que vous citiez, que ce soit celle qui reprend les 250 publications ou aussi l'étude américaine, justement, pourriez-vous rappeler et puis, on se fera une joie, bien sûr, de les relayer à la fois sur les réseaux sociaux, parce que ça sert aussi à ça, et en effet, sur nos différents sites web. Mais peut-être à l'oral, si vous pouviez les reciter, et voilà, on s'en fera. J'ai mis dans le chat l'article qui contient toutes ces références, qui s'appelle The Impact of the Digital Revolution on Human Brain and Behavior. Where do we stand, de Martin Corté, et qui est apparu en 2020. Donc, vous l'avez dans le chat. Et dans cette référence, il y a une grande liste de références à la fin pour les personnes qui nous écoutent et qui sont vraiment intéressées. Et là, vous avez toutes les études importantes, l'étude ABCD que j'ai citée, les premiers résultats, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. À partir de cet article de synthèse, si vous allez éplucher les 250 papiers qui sont mentionnés, je pense que vous serez assez calé sur la question. Parfait. Mais bon, c'est in progress, ceci dit. C'est vrai que pour reprendre l'humilité, bon, quand on est un chercheur, on conserve toujours une humilité, mais des fois, on est un peu gêné parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on nous posait des questions, moi, je me souviens, j'avais participé à un été, c'était avec un journaliste du Monde qui s'appelle Hervé Morin. C'est le même nom que le président de ma région, c'est pour ça que c'est facile à retenir. Ce n'est pas la même personne. Il avait fait tout un thème sur la mémoire l'été. C'était des grandes pages du Monde avec des très beaux dessins, je me rappelle. Et il y avait une page sur la thématique que vous abordez aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout évident il y a 15 ans. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce que je devais faire? Et finalement, j'avais contribué, parce que je me disais qu'on devait, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, qui étaient des connaissances d'avant les effets de l'intelligence artificielle, on devait pouvoir répondre. Et tu as cité tout à l'heure l'étude sur les chauffeurs de taxi. En fait, les premières études sur les chauffeurs de taxi londoniens, c'était sans le GPS, mais c'était simplement des chauffeurs. Ça a été fait ensuite avec le GPS,
Et on a montré qu'avec le GPS, leur cerveau se modifiait. Mais auparavant, la comparaison, c'était des chauffeurs de taxi londoniens. Vous savez que Londres est une ville extrêmement complexe. Il n'y a pas eu Haussmann à Londres. Donc, c'est une ville extrêmement complexe et très grande en plus. Et les chauffeurs de taxi, ils ont été comparés aux chauffeurs de bus. Les bus londoniens, vous les voyez bien également, mais un chauffeur de bus, il s'arrête à une station, il s'arrête à une autre station, il est sur une ligne, vous voyez. Donc, l'accès à la mémoire spatiale est complètement différente. Et en fait, ce qui était montré dans le premier article d'Eleanor Maguire, c'est la chercheuse, la neuroscientifique anglaise qui a fait ce travail, eh bien, c'était de montrer que les hippocampes, les régions impliquées dans la mémoire, et notamment dans la mémoire spatiale, ces hippocampes étaient plus développés chez les chauffeurs de taxi, qui étaient capables de vous emmener à n'importe quel endroit de Londres sans consulter leur plan, ce qui était incroyable. Moi, j'adorais prendre les taxis londoniens, y compris pour ça, parce qu'en plus, on avait vraiment l'impression d'être à l'étranger dans les taxis londoniens. Voilà. Et donc, je pensais qu'on pouvait déjà répondre aux questions, vous voyez, qui se posaient par l'irruption de l'intelligence artificielle à partir de ces données qu'on avait déjà par ailleurs. C'était la même chose pour le multitâche. Et puis, il y a l'aspect spatial. Jean-Gabriel l'a abordé. Je pense que c'est très important parce que notre mémoire, en fait, elle est représentée de façon spatiale. Et ce n'est pas un hasard si dans nos hippocampes, on a des cellules particulières qui sont organisées d'une façon particulière. C'est d'ailleurs là aussi un collègue anglais qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert ces cellules particulières. Donc, il y a un lien extrêmement fort entre l'espace et la mémoire. L'espace, le temps et la mémoire, si on peut rajouter le temps. Et donc, c'est vrai que le numérique et le fait de travailler sur un écran brouille un peu cette dimension-là. Et donc, c'est une réflexion qu'on peut avoir, qui est une réflexion qui est à la fois scientifique, puis qui va au-delà, je pense, du scientifique, parce que ça va aussi du côté de notre intimité, le plaisir qu'on a, le plaisir à se retrouver vers soi et la capacité qu'on a à être dans un livre. Je m'arrête juste, mais je prends cet exemple-là parce qu'il m'a un peu troublé. Très récemment, il y a 2-3 jours, je regardais les terribles informations à la télévision et il y avait une séquence, c'était dans une cave et c'était une femme en Ukraine qui était dans une cave et qui lisait un livre. Et elle répondait à la journaliste qui était là, elle dit « Moi, quand je suis dans mon livre, ça va. » Voilà. Puis elle se remettait dans son livre. Voilà. Et je ne sais pas si on a la même capacité c'est pas la même nature d'échappatoire quand on est sur un ordinateur, dans un écran. Alors là, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Et je pense que ce livre, il a cette capacité parce qu'on est dans un espace-temps très particulier. Alors juste Jean-Gabriel, peut-être vous allez pouvoir rebondir aussi parce que précisément, il y a une question en ligne qui est relative à l'usage des tablettes versus les manuels scolaires dans les établissements scolaires. Et à votre connaissance, selon vous, est-ce qu'il y a des risques du coup de ces usages et est-ce qu'il y a eu des études sur ce sujet lorsque les manuels scolaires sont remplacés par des tablettes numériques? Alors, je vais d'abord peut-être répondre sur la question de l'espace. Peut-être que vous le savez que dans l'Antiquité, il y avait des arts de mémoire qui avaient pour vocation d'accroître les capacités intellectuelles. Les lettrés, pendant un certain nombre d'années, essayaient de s'entraîner. Et la façon dont ils s'entraînaient, c'est qu'ils mémorisaient des lieux, d'espace dans des palais, et ils les reparcouraient en imagination. Donc cet aspect spatial de la mémoire, c'est quelque chose effectivement qui a été intuité. Il y a eu cette intuition très forte. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la science permet de montrer que ça se fonde sur effectivement une réalité physiologique. Et ensuite, la deuxième question que posait Francis, c'est est-ce que avec le numérique,
on perd nécessairement cette intuition spatiale. Et ça, ça a été très tôt une question posée par les spécialistes du numérique. La grande spécialiste des arts de mémoire, Frances Yates, elle est élue par la plupart des concepteurs d'interfaces homme-machine, et ils ont essayé de reproduire des espaces. Simplement, quand ils l'ont fait, c'était compte tenu de la puissance des processeurs extrêmement lents, poussifs, et ce qui fait que ça a été pas mal abandonné au départ. Mais rien n'interdit qu'on recommence lorsqu'on aura des processeurs plus puissants dans cette exploration, cette volonté de recréer un espace pour aider à s'approprier ces technologies et à mémoriser. En tout cas, c'est une question ouverte. Moi-même, j'avais développé des dispositifs que j'appelais les îles de mémoire, qui avaient pour idée de dessiner une carte artificielle qui pouvait être un peu une intuition de l'espace. Tu vois, donc ce sont vraiment des questions qui, je crois, sont très intéressantes. Alors, concernant les tablettes versus manuels, alors ça, c'est vraiment une question délicate. Il y a eu depuis quand même pas mal d'années des tablettes qui ont été mises à disposition des enseignants. Malheureusement, on n'a pas mis de l'argent pour construire des livres électroniques. Or, bien sûr, la tablette toute seule, dans un protégé pédagogique, n'est pas suffisante. Il faut associer des manuels. Et ces manuels, l'intérêt, c'est que ce ne soit pas simplement la copie d'un manuel papier, que ce ne soit pas le PDF, mais qu'on puisse bénéficier des propriétés du numérique. Et en particulier, une lecture nouvelle qui est en œuvre dans le numérique fait appel à des liens intertextes. Il y a une notion non linéaire, et bien sûr, il faudrait savoir dans quelle mesure on peut avoir des projets pédagogiques qui soient associés à cela. Alors, il y a une dizaine d'années, travaillé sur un projet avec des grands éditeurs comme Editis, par exemple, et puis des industriels comme Jouf là-dessus. Et on est arrivé à essayer de développer des chaînes de production de livres électroniques pour mettre sur les tablettes, mais la conclusion à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de débouché économique pour ce genre de nouveaux manuels scolaires. Donc, est-ce que ça va se développer dans les années qui viennent? C'est une très bonne question. Malheureusement, pour l'instant, j'insiste sur le fait que les tablettes restent des objets, mais si on a la tablette pour faire la même chose que ce qu'on faisait avec un livre en papier, ça n'offre pas beaucoup d'intérêt et ça ne permet pas, bien sûr, d'explorer les potentialités qui sont ouvertes par ces objets-là. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question aussi, pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien entre l'utilisation des outils numériques pour faciliter les réflexions cognitives et une dégénérescence neuronale précoce qui conduirait à une sénilité? Oui, alors, je peux répondre très, très rapidement. Bon, la sénilité, je pense que la personne veut dire une maladie dégénérative ou une maladie d'Alzheimer ou je pense une maladie comme ça. C'est un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire de raccourcis. Là, c'est vraiment un immense raccourci. Donc, je n'irai pas sur ce terrain-là. Donc, s'il faut être un peu péremptoire, je dirais non. Voilà. Il n'y a pas de lien du tout. Et je pense qu'au contraire, pour répondre de façon plus positive, je pense que ces nouvelles technologies, et là aussi Jean-Gabriel l'a un petit peu abordé au tout début de son intervention, autant il faut être prudent chez les enfants, chez les adolescents, et étant extrêmement prudent chez les tout-petits. Parce que chez les tout-petits, l'utilisation des écrans peut être vraiment néfaste, y compris pour la rétine. Donc là, les choses sont assez claires. Vigilance extrême chez les tout-petits, et puis jusqu'à l'adolescence, puis après, les gens, ils deviennent adultes, donc ils prennent leur vie en main. Mais pour les personnes âgées, c'est très différent. Et les études qui sortent, alors là aussi, il faut réintroduire la notion sociale.
Mais les études qui sont publiées tendent plutôt à montrer que les personnes d'un certain âge, on va dire, qui utilisent ces nouvelles technologies, eh bien, les effets sont plutôt positifs. Alors, ceci dit, ces personnes, elles vont pas passer, enfin, j'espère pour elles, 12 heures devant les écrans, vous voyez. Elles vont rester raisonnables parce qu'elles sont arrivées à un âge de raison. Mais vous voyez, outre la plaisanterie, ça a plutôt un effet positif. Par contre, il ne faut quand même pas tomber dans les excès. Et bon, hier, justement, dans la conférence de neurologie où j'étais, on parlait des aspects positifs qui conduisent plutôt à un vieillissement positif. Et ce qu'il faut aussi bien conserver en tête, c'est la dimension relation sociale. Donc, il ne faudrait pas qu'un usage effréné des écrans et pour autre conséquence de priver la personne de relations sociales, de vraies relations sociales, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des relations sociales avec une implication, vous voyez, que ce soit des associations, que ce soit les Restos du Cœur ou le Secours populaire ou le Secours catholique ou tout ce que vous voulez, hein, je n'ai pas d'obédience dans ce domaine-là. Vous voyez, donc c'est plutôt positif. Par contre, il ne faut pas en attendre non plus des miracles. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne âgée va utiliser des outils numériques que tout d'un coup, elle va se protéger définitivement contre la survenue de maladies. Tout ça, c'est un équilibre. Hein. Je pense que ce terme-là, c'est un terme fondamental pour le sujet que l'on traite aujourd'hui. Oui, il me semble en effet que cette notion d'équilibre, quand un senior, et voire une senior du coup, découvre l'usage des tablettes, alors que son préjugé, le stéréotype qu'elle avait était que c'était quelque chose de technique, qui était peut-être réservé à d'autres personnes, eh bien, il me semble que ça éveille en effet sa curiosité et sa capacité à s'ouvrir sur le monde, a fortiori quand cette personne a une mobilité réduite et doit rester dans son foyer. Et il me semble qu'en effet, cette ouverture sur le monde, à la fois qui peut prendre du coup plusieurs dimensions et aussi cette capacité à se dire ben, c'est possible que je découvre encore d'autres usages à mon âge que j'associe à peut-être d'autres populations, mais il me semble que là, pour le coup, ça peut aussi avoir des vertus si en effet l'usage est encadré et puis aussi pour le côté intergénérationnel. Ah, exactement. C'est le terme que… C'est ça. Exactement. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a des études qui étaient faites sur la télévision et que les outils numériques actuels ont un effet plus stimulant que peut l'être la télévision. De ce point de vue-là, il y a plus d'interactions qui existent. Mais il y a relativement peu d'études. Et il se trouve que, par exemple, moi, avec une étudiante, on est en train de regarder dans des maisons de retraite, enfin, dans des EHPAD, exactement, la façon dont on peut faire interagir des personnes âgées avec des robots et avec des tablettes, et justement, quelles sont les différentes activités qu'on peut faire avec ces différents outils. Donc, ce sont des études intéressantes, mais voilà, c'est encore vraiment de l'objet de la recherche. Peut-être dans quelques années, quand cette thèse terminera, 2-3 ans, je pourrais vous donner des résultats sur le sujet. Avec grand plaisir, ce qui donnera l'occasion d'avoir un autre voilà, débat complémentaire, parce que c'est une très jolie expression, c'est ça. Une question ici dans la maison de l'intelligence artificielle qui est au passage sur la commune de Biot à Sophia-Antipolis. Voilà, sur la Côte d'Azur, certes, mais sur la commune de Biot à Sophia-Antipolis. Donc, nous t'écoutons. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange. J'avais une question qui concernait les addictions justement liées au numérique. Est-ce qu'elles sont référencées dans le DSM-5 ? Je crois que c'est certaines formes particulières, hein, parce que c'est pas une addiction au sens strict. Il faudrait poser la question à un psychiatre, mais c'est pas une addiction au sens strict. Je pense que c'est les jeux, un certain type de jeux qui sont considérés comme des addictions. Mais sinon, si vous voulez, la frontière entre une utilisation normale ou pas normale des écrans, c'est extrêmement difficile. Et je pense que tout au long de notre discussion là, on a bien vu la différence entre il y a le quantitatif, c'est une chose, mais il y a aussi le qualitatif. Et quand vous avez tout de suite, quand vous avez développé Florence,
l'aspect de l'utilisation chez les personnes âgées, le dernier mot, c'était intergénérationnel. Alors, on voit bien que c'est complètement différent. C'est-à-dire que si on a une personne qui est sur son écran et qui va faire de façon un peu intempestive des exercices, quelque part, au bout d'un moment, ça devient totalement contre-productif. Alors que si ce même outil, ce même jeu, par exemple, il est utilisé avec les petits-enfants, complètement différent, la dimension est totalement différente. Donc, où placer les addictions, là, vous voyez, je crois que c'est extrêmement difficile. Et on avait eu d'ailleurs une séance avec Jean Gabriel, encore, cette fois-ci, c'était à la Cité des Sciences, et un psychiatre était présent, il avait fait à peu près cette réponse-là. Hein, donc, ce n'est pas la même chose qu'une véritable addiction avec des produits toxiques. Et pour notre public peut-être moins expert, dont je fais partie, DSM-5, ça veut dire? Le DSM-5, c'est une des grandes classifications des maladies mentales. C'est celle qui est le plus utilisée, disons, dans le domaine de la recherche, alors, qui est controversée comme tout outil. Hein. Vous voyez, il n'y a pas que le numérique qui est controversé. C'est une des classifications des maladies mentales, mais quand on dit ça, c'est des prises de position sur tel ou tel symptôme, tel ou tel trouble, est-ce que c'est vraiment une maladie, etc. Donc DSM-5, c'est une de ces grandes classifications. Il y en a d'autres, il y a celle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Merci beaucoup de cette précision. Une autre question, et peut-être la dernière, parce qu'il est déjà 13h15, on parlait de la relation à l'espace et au temps. Et en effet, quand on se sort comme ça des temps de respiration, on a l'impression en effet d'être hors de ces deux dimensions-là. Du coup, la question c'est quels aspects des relations sociales sont favorisés et quels aspects dégradés dans des jeux en réseau? Je répète du coup, c'est vrai. Donc, dans les jeux en réseau, quels aspects des relations sociales sont favorisés et quels aspects sont dégradés selon les études que vous avez été amené à lire ou à écrire? C'est difficile à dire, hein. Il faudrait vraiment faire des études très précises. Moi, j'ai le souvenir de mon fils hein, qui, lorsqu'il était tout petit, hein, faisait des jeux en réseau et il avait réalisé hein, qu'il échangeait sur ces jeux avec des personnes qui ne parlaient absolument pas la même langue, hein, qui n'avaient même pas le même alphabet. Hein, et bon, c'était des formes de relations sociales un peu étranges en même temps, qui se produisaient dans le monde entier. Alors après, effectivement, il y a le fait qu'on échange avec d'autres, en même temps, on échange à travers des avatars. Et ça va me conduire à évoquer une autre question hein, qui est directement lié à cet univers des jeux, c'est ce qu'on appelle le métaverse. Vous avez vu que le directeur de Facebook, la société s'appelle Meta, hein, Mark Zuckerberg, a expliqué qu'il allait développer hein, cet univers virtuel à l'intérieur duquel tout le monde échangerait. Alors, est-ce que c'est envisageable dans le futur? Bon, c'est une question ouverte. On a quand même une expérience de cet univers virtuel avec Second Life. Hein. Ça fait 20 ans que ça existe et les expériences ne sont pas si positives que cela. Hein. Et à l'époque, on nous avait dit on aura des bureaux pour échanger, etc. Ça s'avère assez difficile. C'est pour ça que je suis un tout petit peu... Et au moment au moment de la pandémie, on a eu un certain nombre d'échanges, de conférences qui se sont placées dans des espaces virtuels. Moi, j'ai le souvenir d'une conférence franco-germano-japonaise dans des espaces virtuels et je dois dire que ça a été un cauchemar. J'ai dû animer une table ronde avec des avatars et je dois dire je ne le referai plus parce que bien sûr on a aucun dire ici hein, on échange puisqu'on se voit hein, mais là on était représenté par des figures et en particulier je n'avais pas cette possibilité de voir le regard et de voir par exemple le fait qu'une personne voulait parler et donc de ce fait c'était absolument glaçant. Donc je suis un peu hésitant hein, sur l'aspect, la sociabilité qui est induite par ces espaces virtuels.
Merci encore une fois de cet éclairage à la fois personnel et tout en humilité et en ouverture. 2 questions en une du coup dans la salle et puis ça sera malheureusement du coup la dernière intervention. Alors, j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous donner des explications sur pourquoi est-ce qu'il y a un effet qui est différent entre les personnes âgées et les populations plus jeunes relatif à leur usage du numérique. Pourquoi est-ce que chez les personnes âgées, c'est délétère et chez les personnes plus jeunes, non, chez les personnes plus jeunes, c'est délétère et les personnes âgées, plus bénéfique. Est-ce que c'est uniquement dû à une différence de cas d'usage ou il y a vraiment quelque chose au niveau structure cérébrale qui explique ça? Et ma deuxième question, c'était de savoir, étant donné qu'on utilise beaucoup les tablettes avec le doigt, est-ce qu'il y a vraiment une représentation somatosensorielle au niveau du cerveau qui a changé avec cet usage-là? Je peux donner quelques éléments, ce sera quelques éléments, hein, puis Jean-Gabriel, tu compléteras. Pour les jeunes, elle est âgée, la première question. Bon, les jeunes, ils ont le cerveau en développement. Donc, ça, c'est un point quand même qui est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'habitudes qui vont se prendre. Et puis, le cerveau même est en développement. C'est même très impressionnant. Ça, c'est des données récentes des neurosciences, enfin récentes de ces 20 dernières années. À la fois, la cognition se met en place jusqu'à un âge tardif, hein, jusqu'à l'âge de 16-18 ans. La mémoire n'est pas du tout la même chez un enfant de 7 ans ou un adolescent de 15 ans ou 16 ans. Et donc, la part donc, qui peut être extrêmement importante de cette relation numérique va changer fondamentalement les choses. Donc, en termes de société, chacun à notre place, on a une responsabilité hein, quand on voit cela. Hein, parce que les effets sont très importants. Alors, je ne vais pas reprendre les effets potentiellement délétères. Chez les personnes âgées ou plus âgées, je crois qui arrivent à 70 ans, les choses sont différentes. Vous voyez, d'une part, la situation sociale est très différente, et puis les effets potentiels sur le cerveau, bon, en dehors de situations extrêmes d'une personne âgée qui passerait 12 heures sur l'ordinateur, mais vous voyez, c'est quand même peu plausible, alors que c'est relativement fréquent, peut-être pas 12 heures, mais un nombre d'heures important chez les adolescents. Donc, on est dans une situation très différente. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'on a un petit peu répondu, en échangeant les uns les autres, on voit que quelque part, c'est stimulant pour la personne âgée, même si je n'aime pas tellement ce terme de stimulation, mais c'est en tout cas aller chercher quelque chose, c'est faire preuve d'une certaine flexibilité. Donc, cette flexibilité, quelque part, elle peut s'étendre à autre chose, surtout si elle est relayée dans un cadre familial, social, et le terme d'intergénérationnel, là, est un terme clé. Alors, pour la deuxième question, oui, ça a été très bien mis en valeur par le petit livre du regretté Michel Serres, le philosophe français Michel Serres, qui était un homme exceptionnel, et qui a écrit un petit livre aux éditions Le Pommier qui s'appelle Poussette. Poussette, c'est la petite fille qui travaille avec son pouce et tout change à partir de ce pouce. Et c'est un livre qui est amusant, c'est un tout petit livre hein, qui doit faire 50 pages. Et, bon, c'est plein d'humour et d'humanité. Et effectivement, alors, on part sur quelque chose d'un peu anecdotique comme ça, mais ça rejoint la discussion qu'on a eue avec l'espace tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est aussi une représentation du monde qui passe par, avec ses aspects positifs, hein, impressionnant, parce que c'est vrai que on peut regarder des très jeunes à utiliser le pouce, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je fais ce que je peux, mais je n'ai pas du tout cette dextérité-là. Et donc, c'est à prendre en ligne de compte. Et c'est vrai que ça va avoir un changement au niveau des représentations cérébrales. Alors ça, là aussi, c'est connu depuis très longtemps. Hein. Ça avait été très bien étudié avec les violonistes. Parce que quand on joue du violon, en fait, on travaille avec la main gauche, qui est habituellement pas la main la plus habile. Donc, ça va avoir un changement, ça va introduire un changement dans notre cerveau. Alors, pour autant que ça introduise un changement dans notre cerveau, ce n'est pas pour autant dramatique, hein, on s'en fout.
Tu veux compléter peut-être, Jean-Gabriel? Écoute, tu as très bien dit ce qui était important, mais juste pour cette histoire de doigts, je pensais moi aussi à Michel Serres et à son livre sur les petites poussettes. Mais c'est une question délicate parce que, oui, par exemple, le stylo ou l'écrit, ça a été introduit relativement tardivement dans l'histoire de l'humanité, puisque enfin en tout cas les stylos à plumes, enfin les différentes. Et il faut savoir, par exemple, les auteurs de l'Antiquité souvent dictaient à des scribes. Et surtout, on a à partir des années du début du XXe siècle, il y a la machine à écrire. Beaucoup d'écrivains vont utiliser la machine à écrire. Donc effectivement, ça induit un changement dans le rapport à l'écriture, mais ça ne transforme pas non plus la nature de l'écrit. Mais je crois que ce qui est important avec le numérique, plus que cela, c'est l'aspect interactivité, c'est-à-dire le fait que vous avez une machine qui vous répond immédiatement. Donc cet effort que l'on doit faire dans la lecture pour reconstruire le texte, le mémoriser, etc., ou dans l'écriture, il est très différent dans le contact avec la machine. Et c'est aussi peut-être ce qui explique cette forme d'addiction chez des gens assez jeunes, parce qu'ils ont une réponse immédiate à ce qu'ils font. Ils ne sont pas simplement renvoyés à eux-mêmes, mais ils sont renvoyés à quelque chose qui leur répond. Et ça, effectivement, je crois que ça explique cette satisfaction immédiate, un sentiment de certainement une forme de plaisir qui est apprécié comme ça. Et ça, bon, ça. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Peut-être on ne dise non pas de conclusion, mais d'ouverture d'autres perspectives. Hier soir, à Villeneuve-Loubet, on a, entre autres, et encore une fois, merci Carole et Jacques, facilité la diffusion d'un film qui est sorti au niveau national, qui est 5 nouvelles du cerveau. Et un débat ensuite, encore une fois complémentaire, a été fait au niveau justement intelligence artificielle et neurosciences. Et les points de vue étaient à la fois, on va dire, optimistes et pessimiste aussi par rapport à ça. Et ce film-là, bien sûr, continue à être diffusé. Et d'ailleurs, on refera une diffusion sur la ville de Valbonne lundi soir à 20h30. Encore une fois, suivi d'un autre débat, encore une fois avec un chercheur en intelligence artificielle et une chercheuse en neurosciences. Et peut-être, voilà, vos éclairages, votre ouverture sur, voilà, encore une fois, merci beaucoup de toutes les pistes que vous avez contribué à initier ici. Et voilà, on parlait de mémoire, d'apprentissage, d'usage du numérique, d'intelligence artificielle. Vous l'avez dit, ces 4 mots n'étaient pas ensemble depuis le début, en effet, de l'humanité. Mais aujourd'hui, voilà, un 18 mars 2022, quel message souhaitez-vous faire passer à nos auditeurs et auditrices, vu de votre fenêtre à vous de chercheurs dans vos spécialités respectives. Et on a bien vu à quel point les ponts et les traits d'union sont majeurs aujourd'hui, de pouvoir en effet non plus travailler voilà, en silo disciplinaire, mais précisément faire ces traits d'union. Alors, oui, juste sur ce film, 5 nouvelles du cerveau, il se trouve que j'ai été interviewé, plus exactement l'interview va passer demain matin, entre 6h et 7h sur France Culture dans l'émission Affinité culturelle, avec à la fois donc le cinéaste qui a fait ce film, et puis un grand auteur de bande dessinée, Zep, qui a écrit une bande dessinée sur le cerveau. Mais j'attire notre attention sur le fait que ce dont il parle, ce sont des technologies neurocognitives et de la possibilité éventuellement d'accroître notre mémoire en la connectant directement à des outils technologiques. Et on est bien sûr loin de la thématique que nous avons abordée ici, qui était les effets du numérique sur le cerveau et sur la cognition. Mais c'est une autre question qui est extrêmement importante et qui est importante à la fois parce que techniquement, on peut avoir des doutes sur la capacité qu'on aurait à faire ça, mais aussi du point de vue éthique. Ce sont des questions bien sûr, qui m'ont beaucoup préoccupé ces dernières années. Qu'est-ce qui se passerait si on était capable d'ajouter des connaissances
à notre cerveau sans que nous ayons à faire l'effort d'apprendre ces connaissances. Est-ce qu'il n'y aurait pas des effets, alors là, ce n'est pas simplement des effets délétères, mais cataclysmiques, puisque ça veut dire que notre rapport à la connaissance ne viendrait plus de nous, mais nous serait imposé de l'extérieur, et donc nous ne pourrions plus, puisque nous ne participerions plus à son élaboration, nous ne pourrions plus éventuellement avoir un regard critique vis-à-vis des connaissances qui seraient mises dans nos têtes. Et je crois que ça pose là vraiment beaucoup de questions. Et je trouve que les comités d'éthique du numérique qui se sont réunis ces dernières années n'ont peut-être pas été suffisamment sensibles à ces problèmes-là. Moi, si je veux dire quelques mots de conclusion ouverte, c'est vous remercier pour l'organisation de ce débat, parce que je pense que c'est très important qu'on ait ces discussions ouvertes pluridisciplinaires sur cette question, parce que le numérique, c'est une des évolutions majeures, vraiment majeures de ces dernières années. C'est une évolution extrêmement rapide. C'est très rare qu'une évolution technologique soit aussi rapide et aussi disséminée dans l'ensemble du monde, dans tous les continents. Donc, et c'est très important qu'on ait une réflexion sur son utilisation, notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas connu un monde qui était différent et qu'on arrive à leur faire comprendre la place que ça peut avoir, tous les aspects positifs, et l'école doit être là pour... alors, ce n'est pas une comparaison avec le livre, avec ce qui se passait auparavant, mais c'est comment on peut utiliser ces outils-là de façon vertueuse et comment aussi on doit se prémunir des aspects potentiellement beaucoup plus négatifs. Donc, je pense que cette rencontre que vous avez permise, elle est importante, et puis surtout, elle doit servir de levier auprès des décideurs. Je pense notamment le monde de l'éducation, qui a un rôle extrêmement important. Alors, je sais qu'il y a des choses passionnantes qui se font déjà, mais je pense qu'il faut vraiment qu'elles s'amplifient et que ça devienne quasiment une matière à part entière dans l'éducation. Eh bien, merci beaucoup, Francis, pour cette, en effet, conclusion ouverte. Et rappelons, en effet, les travaux de Margarita Romero et de son laboratoire LIN, le laboratoire d'innovation du numérique éducatif, qui est dans les sciences de l'éducation. Et encore hier, avec justement ces étudiants et ces chercheurs et chercheuses, on a pu expérimenter, découvrir et comprendre comment l'usage, en effet, du numérique peut contribuer dans les sciences de l'éducation. Et toujours, encore une fois, les deux faces de cette même pièce. Et je crois que, voilà, outre l'interdisciplinarité, le mot qui est beaucoup revenu aussi là, c'est l'équilibre. Merci beaucoup de nous avoir offert ce moment à la fois de réflexion, de sérénité et d'humilité, ce temps cette bouffée d'oxygène, en effet, ce temps de respiration qui nous permet de repartir à la fois avec des éclairages tout à fait concrets sur ces techniques et aussi des points de vigilance où tous et toutes, en tant que citoyens et citoyennes, usagers, usagères, pouvons nous en saisir pour utiliser, encore une fois, le meilleur potentiellement de ces techniques et tout en restant vigilants. Merci infiniment, encore une fois, merci à Carole et Jacques d'avoir facilité ça. Et puis, à l'année prochaine. En présentiel. Merci beaucoup. En présentiel. Merci à vous. Au revoir.